Vous faites bien de choisir les programmes de Médien. Bienvenue dans Talk Africa. Le Sénégal possède des ressources halieutiques extraordinaires et la pêche y joue un rôle économique essentiel. Toutefois, le pays fait face à de multiples défis, notamment la surpêche. Pour y faire face, les nouvelles autorités ont pris une décision capitale. Il s'agit de rendre publique la liste des navires autorisés à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction nationale. La première liste fait état de 132 navires locaux et 19 étrangers. Cette initiative est supervisée par la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, et s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à assurer la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays, considéré comme un patrimoine national. Comment la nouvelle réglementation va-t-elle impacter la gestion des ressources halieutiques? Quel effet cette réglementation aura-t-elle sur les pêcheurs locaux et leur activité quotidienne? En adoptant cette nouvelle mesure, comment le gouvernement peut-il réussir sa mission? Restez avec nous, surtout ne changez pas de fréquence. Deux invités sur ce plateau. Nous recevons Souleymane Ndao, il est juriste et chargé de cours en droit de l'environnement dans les universités publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors. En face de vous, nous avons Moustapha Dian, secrétaire général du syndicat des pêcheurs autonomes du Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation également. C'est moi qui vous remercie. Alors, le gouvernement sénégalais a rendu public récemment la liste des navires autorisés à exercer la pêche dans les eaux, comme je disais tout à l'heure, les eaux nationales. Je commence avec vous, Monsieur Dian. Que pensez-vous déjà de cette décision? C'est une décision qui a été bien accueillie, bien saluée par l'ensemble des professionnels de la pêche, dans la mesure que c'est une demande de la société civile de la pêche qui était restée très longtemps sans aucune suite. Ça fait déjà des années que nous courons derrière la publication de la liste des navires qui pêchent dans nos eaux, parce que nous avons le droit de savoir. Ces ressources appartiennent au peuple. Donc, quand la pêche artisanale est en train de mourir aujourd'hui, et tout le monde le sait, si nos enfants sont obligés de déserter le métier de leur père, le métier que leurs pères nous ont transmis, d'abandonner tous les investissements qui ont été faits dans le secteur de la pêche, pour prendre la route des îles Canaries, c'est parce que ça ne va plus. Et ça ne va pas parce qu'il y a une concurrence déloyale de la pêche industrielle qui ne s'explique pas. Oui, on va rentrer en profondeur tout à l'heure dans le vif du sujet, mais là c'est pour voir un peu la décision qui a été prise. C'est un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Monsieur Ndao, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette décision qui a été prise? Je suis d'accord avec vous quelque part parce que c'est un fait. Justement, les jeunes quittent l'Afrique pour aller à l'étranger, justement parce qu'ils ne se retrouvent pas dans certains pays, on le dira. Maintenant, de Monsieur Ndao, que pensez-vous de cette décision qui a été prise par les nouvelles autorités sénégalaises? Merci, madame. Ça, c'est une décision, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une décision salutaire. Salutaire dans la mesure où, également, ça contribue également à consolider ce qu'on appelle la consécration également d'une disposition constitutionnelle de la Constitution de 2002 qui a été révisée en 2016. Parce que cette Constitution dispose également à son article 25 alinéa 1 que les ressources naturelles appartiennent également aujourd'hui au peuple. Et les ressources également doivent être gérées d'une manière écologiquement durable. Mais également, ces ressources doivent s'inscrire également dans une transparence. Vous voyez? Déjà, et cette charte également est la charte fondamentale de notre pays également. C'est cette charte qui prime sur des autres également textes inférieurs, que ce soit la loi également, que ce soit même les traités, parce que le Sénégal s'est inspiré du modèle français également qui est un régime moniste, où vous avez la primauté de la Constitution également sur les autres normes juridiques. Cela veut dire également que c'est fondamental aujourd'hui, et je disais tout à l'heure que si à l'époque également il y avait ce débat entre Birahim Seck du Forum civil et l'ancien ministre Alioune Ndoye, c'était sur ça également, sur la publication également de ce listing, et où le ministre avait catégoriquement refusé de publier ce liste. Alors qu'il n'avait pas ce droit également. Parce qu'en tant que Birahim, en tant que citoyen sénégalais, il a le droit à l'information qui a été consacrée également par cette charte fondamentale. Et qui dit transparence également, dit également les deux moments de la transparence qui sont là, disponibilité de l'information également et l'accessibilité à l'information. On ne doit pas être citoyen sénégalais sans pourtant ne pas disposer de cette information également qui est une information de taille. Parce que là également, ça s'inscrit également dans une bonne gestion également de la ressource.
Parce que ça permet également de savoir également si combien de nationaux, également navires nationaux, combien de navires étrangers également. Ça permet également d'aller vers une bonne gestion également aujourd'hui de la ressource halieutique aujourd'hui. Selon le ministère des Pêches, 132 navires nationaux et 19 étrangers devraient justement bien vont exercer la pêche désormais au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui ce nombre justement vous semble rassurant? Non, pas du tout, parce que ce nombre cache beaucoup de choses. Ce nombre cache beaucoup de non-dits. Si on regarde quelques années en arrière, la progression, l'augmentation du nombre, on est inquiet. Il n'y a pas longtemps, on avait moins de 100 chalutiers qui pêchaient sous le pavillon sénégalais. Et subitement, on se retrouve à nous parler de 130 et quelques. Alors que nous, en mer, on voit des bateaux avec d'autres nationalités. Quand tu vois des bateaux battant pavillon sénégalais, avec des marins chinois, avec des marins turcs, avec des marins soviétiques, allemands ou français, tu es inquiet. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Et c'est sur ça que nous attendons l'État. La publication, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête à la publication. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on nous dise concrètement s'il y a des prénoms, qu'on nous dise s'il y a des gens qui se cachent derrière ces Sénégalais. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le prouver. Je rappelle également que la liste des navires autorisés n'inclut pas les dossiers en cours de renouvellement. Et c'est ça aussi qu'on est très inquiet. Si je prends par exemple l'exemple de l'Union européenne, qui a un accord de partenariat avec le Sénégal. Mais dans cet accord de partenariat qui a été signé en 2014, renouvelé en 2019, et qui court jusqu'en novembre 2024, mais dans cet accord-là, c'est 45 bateaux de l'Union européenne qui pêchent au Sénégal. Et sur ces listes, on ne voit apparaître que 19, oui, 19 bateaux européens. Où sont passés les autres? Se sont-ils volatilisés? Se sont-ils retirés? Il est écrit noir sur blanc sur le protocole qui lie le Sénégal dans ces accords et l'Union européenne. 45 bateaux vont pêcher dans nos eaux pour la modique somme de 10 milliards de francs CFA pour les 5 ans. Donc, est-ce que maintenant, parmi ces licences en instance de renouvellement, il y a des bateaux européens? C'est inquiétant. Alors, il dit quelque chose de très intéressant, 45 bateaux, mais on nous parle de 19 bateaux étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous également, ce nombre, on va dire 151 bateaux, vous semble rassurant s'il faut parler de la promotion et de l'exploitation durable et équilibrée des ressources halieutiques au Sénégal? Oui, moi, ça me paraît rassurant, dans la mesure où également, je crois que c'est un premier pas. Ça ne peut pas, nous allons vers également l'approfondissement de la réflexion également aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout de la logique. Parce qu'il l'a appelé tout à l'heure, il y a des sociétés, on appelle les sociétés écrans aujourd'hui. Nous savons pertinemment qu'il y a, parmi ces 132 navires nationaux, il y a ce qu'on appelle des sociétés écrans. Et il faut aller vers l'audit également de ce pavillon sénégalais. Il faut aller vers l'audit de ce pavillon. Et ça, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un premier pas. Nous allons vers maintenant l'audit du pavillon sénégalais. Il fallait commencer par là. Oui. Non, il fallait commencer par là d'abord. Publier la liste. Maintenant, aller vers l'audit du pavillon sénégalais. Et comme également l'a rappelé tout à l'heure, avec l'Union européenne, l'accord prend fin également au mois de novembre. Même s'il y a 19 également publiés et 45, moi, en tout cas, je me fie sur les 19. Et nous allons vers, maintenant, l'arrivée à terme également de cet accord au mois de novembre. Mais parmi les nationaux, nous allons vers l'audit du pavillon sénégalais. Pour savoir, pour essayer de démasquer également les sociétés écrans. Et également, surtout également, il y a ce qu'on appelle même la flotte également sur le tonnage aujourd'hui. Nous allons vers ça également. Alors, oui. Et aujourd'hui, la ministre a la possibilité également de ne pas renouveler les licences qui sont en instance. Oui. Il y a quand même quelques dispositions qui ont été prises. Je vais m'adresser à vous, Monsieur Dieng. Les autorités disent que désormais, les navires devront s'arrêter à 20 km des côtes. Est-ce un signal fort qui rassure les pêcheurs locaux, on va dire qui rassure les Sénégalais? Ce n'est pas encore acté,
c'est une promesse de campagne. C'est dans le programme du PASTEF, le projet, le fameux projet. Effectivement, il y a 3 mesures phares qui sont prévues. Ces mesures, une fois exécutées, permettraient à la pêche de redorer son blason et de nourrir à nouveau son homme. Aujourd'hui, les enfants partent parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur métier. Mais si par maintenant, par exemple, les 3 mesures prévues dans ce programme, c'est-à-dire réserver exclusivement ou en priorité la zone des 12 miles à la pêche artisanale, si cela est fait, ça règle au moins 50% des problèmes de la pêche artisanale. Si cela est fait, ça règle, nous attendons que ce soit acté par une décision, par un décret présidentiel ou par une révision du code de la pêche. Si cela est fait, ça règle 50% des problèmes. Le deuxième point prévu dans ce projet, c'est l'arrêt définitif des accords de partenariat de pêche avec l'Union européenne. C'est prévu. L'arrêt définitif des accords avec l'Union européenne. Le troisième point, c'est le rapport. Trop fort, s'il faudrait acter cela, arrêter définitivement avec l'Union européenne, M. Ndao? Oui, en tout cas, c'est en perspective. Hein. Je crois comme le contrat, l'accord arrive au terme également au mois de novembre, Inch'Allah. Maintenant, je crois que là, également, les autorités ont la possibilité de voir également, d'évaluer. D'évaluer d'abord, parce qu'il faut également une évaluation ex ante également de cet accord. Bon, si nous jugeons également que cet accord également est bénéfique pour l'État du Sénégal, je crois que là, ça, c'est une mesure qui sera laissée à l'appréciation également des autorités. Mais là également, je voudrais venir surtout sur également cette mesure également phare qui a été engagée également avec les autorités actuelles sur également les 12 000 miles. Je crois que là, hier même, en Conseil des ministres, le président a rappelé donc au ministre en charge des pêches également d'aller vers une révision de la loi de 2015 portant code de la pêche maritime. Et de donner également une place fondamentale également à la pêche artisanale. Je crois en Conseil des ministres, quand vous parcourez le communiqué du Conseil des ministres, vous trouverez ça également. C'est 2 mesures phares également aujourd'hui. Pour dire quoi? Que nous allons forcément vers une révision de la loi de 2015. Alors, j'aimerais bien qu'on parle des licences accordées aux navires étrangers. Vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir un peu par rapport à la présence des bateaux de l'Union européenne. D'accord. Parce que simplement, ces accords qui nous lient avec l'Union européenne depuis 2014 sont des accords qui violent la Convention internationale sur le droit de la mer. Il est clairement dit dans cet accord qu'un pays qui n'a pas d'excédent, M. Ndao ne me laissera pas mentir en tant que juriste, un pays qui n'a pas d'excédent n'a pas le droit de céder ses ressources. Et nous, au Sénégal, on n'a pas d'excédent. On va chercher en Mauritanie. Chaque année, la Mauritanie nous accorde 50 000 tonnes de pélagique. Nous allons chercher des licences en Guinée-Bissau. Nous allons pêcher en Gambie, en Guinée-Conakry. Cela veut dire que nous n'avons pas d'excédent. Mais justement, j'aimerais bien qu'on parle des licences, comme je disais tout à l'heure. Je reste avec vous. Il y a un article qui parle de ça. Hein. Le nouveau gouvernement a pris des initiatives pour vérifier l'attribution des licences aux navires étrangers. Entre autres, hein, selon le ministère des Pêches, jusqu'au 31 décembre 2023, un total de 17 449 pirogues, tant nationales qu'étrangères, ont été recensées avec l'octroi de 7 493 permis. Parmi ces derniers, 18 ont été délivrés à des étrangers. Comment expliquez-vous cette proportion de licences accordées à des étrangers? Bon, la pêche artisanale, comme vous le savez, on est dans le cadre de la CEDEAO, on est dans le cadre de l'UMOA, et nous avons des étrangers effectivement qui pêchent chez nous. Si vous allez à Kafountine, si vous allez en Casamance, mais vous trouvez d'autres Africains qui ne sont pas sénégalais qui pêchent. Nous allons pêcher en Gambie, nous allons pêcher en Mauritanie. Forcément, dans le cadre de la pêche artisanale, on ne peut pas empêcher que certains Africains viennent pêcher chez nous. On ne peut pas. Mais je voudrais simplement dire qu'encore, là aussi, on est encore très loin du compte. Officiellement, c'est ce qui est recensé, mais nous savons que la pêche artisanale fait beaucoup plus que ça. Déjà, les derniers recensements avaient montré que pour les immatriculations, il y avait 23 000 pirogues qui étaient immatriculés au départ. Et c'est ça qui avait conduit au gel des immatriculations dans le secteur de la pêche artisanale. Mais ce gel n'avait pas empêché le pêcheur de continuer à faire des pirogues.
Parce que dans une famille, quand vous êtes 5 membres dans une famille, vous vivez avec une pirogue. Mais le jour où la famille augmente, vous devenez 10 personnes, vous êtes obligé d'avoir une deuxième pirogue ou une troisième pirogue. Donc, ça a été une erreur monumentale d'avoir gelé les immatriculations. On a gelé les immatriculations, les gens ont continué à faire des pirogues qui n'ont pas eu de permis et qui ont continué à pêcher. Justement ce secteur. Monsieur Ndao, comme il dit, il y a beaucoup de pirogues, c'est vrai, mais c'est un secteur à réglementer. Effectivement, comme il a dit tout à l'heure, il y avait un projet en son temps qui s'appelait également le projet pour permettre l'immatriculation, l'identification des navires, des embarcations de pêche artisanale, de toutes les embarcations artisanales qui s'activent au niveau de la pêche maritime. Oui, donc quand maintenant le projet est arrivé à terme, donc les gens n'ont pas continué à immatriculer. Ce qui faisait que donc ce 17 000 ne correspond pas à la réalité aujourd'hui pour les embarcations artisanales. C'est 17 000. Ce sont les embarcations immatriculées, tout simplement. Mais ça dépasse largement également aujourd'hui, c'est 17 000 comme l'a dit Moustapha. Quand vous allez aujourd'hui au niveau de la direction des pêches maritimes, vous demandez, au niveau de la division pêche artisanale, on vous dit que nous sommes à plus de 24 000 embarcations aujourd'hui qui s'activent et qui ont des permis de pêche. Oui, qui ont des permis de pêche, sans compter maintenant dans le cadre des accords également. Parce que nous avons l'accord avec la Gambie, nous avons l'accord avec la Guinée-Bissau aujourd'hui. D'accord. Très bien. Monsieur Dia, quand vous parlez, on sent nettement que vous voulez que les choses s'améliorent au Sénégal. Et je suis d'accord avec vous, je pense que Monsieur Ndao est d'accord avec vous également. Alors, au sein de votre syndicat, quelle initiative avez-vous prise pour revendiquer vos droits et est-ce que les autorités vous ont quand même répondu, si on peut le dire ainsi? Est-ce que les autorités ont quand même, ont répondu à vos attentes? Bon, pas plus tard que donc le 1er de ce mois, c'était la Journée mondiale du travail. Nous l'avons commémoré comme nous l'avons toujours fait depuis plus de 15 ans. Chaque 1er mai, nous nous mobilisons, nous marchons, nous déposons un cahier de doléances entre les mains de monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, parce que nous sommes basés à Saint-Louis. Ensuite, maintenant, on fait copie, on fait une lettre de transmission de ces cahiers à monsieur le président de la République, à son premier ministre, à l'Assemblée nationale, au ministre, pour que tout le monde soit informé des doléances de la pêche. Malheureusement, souvent, nous ne sommes pas écoutés. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Mais cela ne nous empêche pas de porter le combat partout où nous pouvons le faire, sur le plan national et même à l'international. Nous y allons pour dénoncer les accords de pêche. Nous y allons avec l'Union européenne. Nous allons pour dire aux Européens, vous pêchez illégalement dans notre pays, vous privez la jeunesse de sa nourriture, vous lui ôtez le pain de la bouche et vous ne voulez pas que nos enfants viennent chez vous dans le cadre de la migration. Il faut arrêter de nous prendre notre poisson et l'immigration s'arrêtera immédiatement. Donc, nous sommes une commune. La pêche, nous l'avons dans le sang. Elle nous a été transmise par nos grands-parents, qui l'ont transmis à nos pères. Nos pères nous l'ont transmis, nous l'avons transmis à nos enfants. Et nous voulons perpétuer ce métier-là. C'est un danger pour nous de voir nos enfants s'embarquer, abandonner le métier. Parce que dans la pêche, il n'y a pas de sécurité sociale. Mais il y a des conventions qui se font aussi entre les pays européens et ceux de l'Afrique. Conformément aux conventions internationales de l'ONU. Mais aucun pays, parce que les conventions internationales s'appliquent à tous les pays. Aucun pays n'a le droit de violer les conventions internationales. Et ces accords, je vous l'ai dit, violent la convention internationale sur le droit de la mer. Très bien. Alors, M. Souleymane Ndao, en tant que juriste, la surpêche est un facteur qui affecte nos mers et également contribue au réchauffement climatique. Selon vous, comment cette nouvelle réglementation va-t-elle influencer la gestion des ressources halieutiques au Sénégal? Voilà, merci madame. Je crois que là, c'est une très bonne question également et une question pertinente. Pertinente parce qu'aujourd'hui, c'est le constat aujourd'hui. C'est le constat qu'il y a une surexploitation de nos ressources halieutiques. Et ça également, ça peut impacter forcément sur la sécurité alimentaire, mais également sur l'effet du changement climatique aujourd'hui. Parce que ça va augmenter ce qu'on appelle le rendement énergétique. Quand on prend le cas également les navires, 151 navires déjà, et que tous ces navires utilisent de l'énergie fossile. Vous voyez, cette surcapacité également aujourd'hui, avec des tonnages également
comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une fraude même sur le tonnage également certains navires qui déclarent des capacités égales, alors que ces capacités dépassent largement. Un navire peut déclarer également 100 tonnes de jus brut également, tonnes de jus brut, alors qu'il a dépassé largement ça. Vous voyez, également, ces navires également qui utilisent l'énergie fossile vont contribuer à l'effet du changement climatique, forcément. Vous voyez, et que là, ça peut impacter également sur la migration de beaucoup d'espèces également, qui ne tolèrent pas une forte température. Parce que en mer, vous avez ce qu'on appelle les espèces ectothermes, qui ne tolèrent pas une température extrêmement forte. Et ces espèces vont obliger de migrer pour trouver d'autres lieux. Quand pour éviter tout cela, justement, comment l'État sénégalais pourrait réussir sa mission? Sa mission, c'est d'aller vers une révision également de cette réglementation qui est en cours, qui est en vigueur. Et de collaborer aussi bien avec le ministère en charge également de l'environnement, vous voyez, parce que ces deux ministères également doivent travailler en synergie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de pêche responsable ou de pêche durable sans pour autant qu'il y ait une dynamique également de la préservation également, aussi bien du biotope, mais également de la ressource, le milieu. Et le milieu également incombe également, c'est une mission également dévolue au ministre en charge des pêches, de l'environnement du moins. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait une dynamique de synergie entre ces deux ministères pour tendre maintenant vers ce qu'on appelle une pêche durable. Vous voyez, comme là, consacrer également la conscience également sur une gestion écologiquement durable. Parce qu'on vise maintenant la prise en compte également des générations futures. Ce n'est plus maintenant la génération actuelle. Mais nous devons donner la chance également à la génération future également aujourd'hui. Vous voyez, pour pouvoir bénéficier au même titre que nous, ces ressources halieutiques, qui constituent également un patrimoine national. Vous voyez, donc nous devons également être gérés comme un très bon père de famille. Réviser à la fois le code, la loi de 2015, mais travailler en synergie également avec le ministère en charge de l'environnement pour aller vers une gestion durable également de ces ressources. Tout en réduisant drastiquement également cet effort de pêche aujourd'hui. D'accord. Alors, je sais aussi qu'il y a des relations internationales quand même. Il faudrait qu'on en parle. En quoi cette réglementation influence-t-elle les relations internationales du Sénégal, notamment avec les pays qui pratiquent la pêche dans les eaux nationales? Mais nous avons toujours dit que ces accords ne peuvent pas être un chantage pour nos pays sous-développés. Ce n'est pas parce qu'on est sous-développé. Ce n'est pas parce que l'Union européenne nous assiste dans le domaine agricole, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Ce n'est pas une raison pour qu'on nous impose la présence des bateaux européens, alors que la ressource ne nous suffit pas, alors que la ressource est en train de mourir, alors que dans le cas de ces accords même, on permet à ces Européens de faire ce qui leur est interdit en Europe. Ici, les bateaux qui pêchent le thon, les bateaux européens qui pêchent le thon, ont l'autorisation de pêcher le juvénile pour en faire des appâts vivants. Mais qui ose imaginer ça en Europe? Permettre à des gens de pêcher les juvéniles qui doivent grandir, se reproduire et repeupler les océans. Ici, vous parlez beaucoup d'Europe, tout à l'heure vous parlez également de la Chine, il n'y a pas que les pays européens. La Chine c'est moins grave, parce que le Sénégal n'a pas d'accord avec la Chine. On peut saluer la décision prise par les autorités, mais comme il dit, il y a quand même beaucoup d'enjeux, il y a des défis. Quels sont donc les défis liés à l'application effective de cette réglementation? On va bientôt terminer cette émission. Oui. Là, je crois que vous avez parlé également d'une question extrêmement pertinente, parce qu'avant tout également, quand vous légiférez également, la finalité c'est que cette réglementation soit appliquée également. Le droit n'est utile que s'il est appliqué. Donc, vous mettez en place également un dispositif réglementaire, je crois que la finalité c'est que ce dispositif également soit appliqué. Je disais toi que nous allons aujourd'hui vers une dynamique également de révision de la loi de 2015. Et maintenant, ce qu'il faut s'agir également de travailler également en synergie avec tous les acteurs. Pour faciliter également l'application également de ce texte. Parce qu'il faut un travail en amont pour impliquer toutes les parties prenantes. Donc, toutes les parties prenantes doivent travailler en synergie. Voilà. Cela permettra également cette effectivité de la réglementation. C'est ça. Alors nous saluons quand même cette initiative qui a été prise par les autorités sénégalaises. Avant de terminer cette émission, je vous laisse quand même, vous allez dire un mot en quelques secondes. Voilà, je voulais juste insister sur ces 3 mesures prévues par le gouvernement. Mais insister particulièrement sur la première mesure qui est de réserver la zone du 12 miles en priorité à la pêche artisanale
ou exclusivement à la pêche artisanale. Parce que la mission de la pêche industrielle, c'est d'exporter et de rapporter des devises au pays. La mission de la pêche artisanale, c'est d'approvisionner le marché local. Aujourd'hui, la pêche artisanale n'est même plus en mesure d'approvisionner le marché local. Il y a tellement de bateaux que ce sont les bateaux qui approvisionnent, qui exportent pour chercher des devises et qui approvisionnent en même temps le marché local. Il faut qu'on corrige, il faut qu'on réduise le nombre de bateaux et qu'on les amène au-delà des 12 miles. C'est ça. Alors, à l'instant, Monsieur Moustapha Dian, vous êtes secrétaire général du syndicat des pêcheurs autonomes du Sénégal. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui remercie. En face de vous, nous avons Monsieur Souleymane Ndao. Vous êtes juriste et chargé de cours en droit de l'environnement dans les universités publiques. Merci également à vous. Merci également, madame. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Média. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres.